Voilà, je vais vous présenter le livre. Donc vous avez là la couverture. Le rail, la poste et autres progrès, lettres de Pierre-Lucien Quérol, 1839-1859. Les dates sont évidemment très importantes puisqu'il faut les situer dans le temps. Je ferai ma présentation en prenant sur cette couverture extrêmement riche, en prenant successivement les divers éléments qui s'y trouvent. Alors je commencerai par moi, puisque je suis le présentateur de ce livre. Puis, vous voyez dans le coin à gauche la vue, une petite vue de Carcassonne. Donc il y a un rapport direct avec cette ville qui est la nôtre aujourd'hui. Vous avez le nom de l'auteur des lettres, Pierre-Lucien Quérol, et il faudra évidemment présenter ce personnage extrêmement sympathique et sa carrière. Et puis, les grands domaines, le rail, donc le chemin de fer qui, à cette époque, est à ses débuts, est en train de se développer. La poste, avec des changements extrêmement importants dans la période. Et d'autres progrès, enfin, dont on fera une liste rapide. Ce qui m'a toujours intéressé en histoire, bon, c'est l'histoire en général, mais particulièrement de découvrir des documents inédits et des personnages inconnus ou méconnus ou oubliés. J'avais commencé ce type de démarche dans ma thèse de 3e cycle qui portait sur le mouvement ouvrier à Mazamet au début du XXe siècle, qui était un sujet totalement inconnu. Et puis, étant nommé prof à Carcassonne, ici d'abord j'ai été nommé prof à l'école normale de Carcassonne, et j'ai continué à chercher des choses inédites. Et le premier document que j'ai trouvé, sans doute vous en avez déjà entendu parler, ce sont les textes écrits pendant la Deuxième Guerre mondiale par les écoliers d'un petit village de l'Aude dans les Corbières, le village de Tournisson. C'est par le plus grand des hasards que j'ai trouvé ce document. Je cherchais autre chose et j'ai trouvé ce classeur qui contenait les textes écrits à la plume par des écoliers ayant entre 10 et 13 ans, donc de l'école primaire de Tournisson. La Fédération audoise des œuvres laïques a publié une première édition, 500 exemplaires, et je me souviens que le secrétaire général de l'époque, M. Dapo, m'avait dit « Ah, tu es très ambitieux, très bien ». Bon, en réalité, il a fallu faire un deuxième tirage de 500, et on a donc tiré 1000 exemplaires de ce fascicule des écoliers de Tournisson. Ce qui nous a permis de le présenter à un véritable éditeur, Privat à Toulouse, qui à son tour l'a publié, 4000 exemplaires. Et enfin, ces exemplaires étant épuisés, c'est un éditeur parisien, Vendémiaire, qui a repris le texte dans ce petit livre, avec une phrase des écoliers « Il nous tarde que la guerre finisse ». Et vous remarquez le petit sidecar là, qui était un dessin de ces écoliers. Car dans cette école de Tournisson, l'instituteur M. Puget avait des méthodes vraiment d'avant-garde, proches de celles du célèbre Célestin Freinet. Et donc M. Puget disait, dans mon école, le livre, il est secondaire. Il faut d'abord aller sur le terrain, aller voir la nature, aller voir les choses, aller voir les gens, aller voir les travaux. Et après, on ira voir le livre pour y trouver des compléments ou des explications. Et donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, depuis la déclaration de guerre en 1939 jusqu'à la fin de la guerre en 1945, ces écoliers ont écrit des textes personnels, quelquefois tout seuls, quelquefois 2 ou 3 élèves. Et je me souviens de l'une de ces élèves qui avait 13 ans en 1940 et qui signait toujours ses textes, Janine Roux, 13 ans. Si bien que lorsqu'on a publié le livre, ses anciens camarades de classe l'ont surnommé Janine Roux, 13 ans,
tellement son nom apparaissait avec son âge dans le livre. Le second que j'ai trouvé immédiatement après, alors celui-là est encore plus extraordinaire, ce sont les fameux carnets de guerre du tonnelier caporal Louis Bardas de Périac-Minervois. Corbière, Minervois, donc on reste toujours dans le domaine viticole de l'Aude. Alors ces carnets de Bardas ont été quelque chose, une véritable révélation tout à fait extraordinaire pour un tonnelier, un artisan de village, titulaire du certificat d'études primaires, et pas au-delà. Or, il a écrit 19 cahiers d'écoliers qui ont donné un livre, je l'ai là sur la table, un livre de plus de 500 pages qui vous tient en haleine du début à la fin, mais je pense que parmi vous, il y en a certainement beaucoup déjà qui le connaissent. Or, quand on a sorti le livre La Faole, on l'a proposé à un éditeur parisien, François Maspero, qui est un éditeur absolument remarquable et qui a vraiment sauté de joie en voyant ce texte, et il l'a publié immédiatement. Puis les éditions La Découverte qui ont succédé à Maspero ont continué à le publier, et aujourd'hui, ce livre de quelqu'un qui était inconnu en 1978, l'éditeur se disait: qu'est-ce que nous allons connaître comme résultat? Un inconnu, 500 pages, la guerre de 14 qui à l'époque n'était pas très populaire. Eh bien on va se lancer, on va prendre le risque de tirer 4000 exemplaires, et puis on va voir ce que ça donne. Le livre a été tiré pour le 11 novembre 1978, 11 novembre, 4000 exemplaires. Il a fallu faire un retirage avant Noël. Le 11 novembre, à Noël, les 4000 étaient épuisés, il a fallu faire un nouveau tirage. Et depuis, c'est un succès colossal, on peut dire, totalement inattendu, puisque aujourd'hui, ce livre existe à 150 000 exemplaires. 150 000 exemplaires. Il est traduit en néerlandais, en anglais, en espagnol. C'est véritablement devenu un classique. Et bon, j'en suis très content, évidemment, de ce succès, mais c'est surtout le fait d'avoir découvert ces documents originaux. Bon, je passe sur beaucoup d'autres inconnus pour arriver à un personnage qui, lui, n'était pas inconnu. Pas totalement inconnu, mais pas bien connu tout de même. C'est le poète Venance Dougados. En fait, son véritable prénom, c'est Jean-François, mais en tant que poète, il a préféré prendre un autre prénom, celui de Venance. Il écrivait ses poèmes vers la fin du XVIIIe siècle, les années 1780-90, et il n'était pas inconnu. Il y avait eu des livres écrits sur lui, de Marfan par exemple. Mais il était tombé dans l'oubli. On ne parlait plus guère de Venance Dougados. Lorsque on a décidé, entre la Faole, la Société d'études scientifiques et les archives de l'Aude, de faire un colloque en 1994. C'était le bicentenaire de la Révolution, bien sûr, et puis très précisément, 1994, c'était aussi le bicentenaire de la mort de nos trois poètes, deux qui sont beaucoup plus célèbres que Dougados, André Chénier et Fabre d'Églantine, et le troisième étant Dougados, les trois poètes guillotinés la même année, 1794. Pour étoffer un petit peu le colloque, on avait fait aussi une exposition au musée de Carcassonne, et on a essayé de retrouver le maximum de documents pouvant nous être utiles. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans une famille carcassonnaise qui était héritière d'un autre Dougados, qui s'était intéressé aux poètes parce qu'ils avaient le même nom, et donc Isidore Dougados, avocat à Carcassonne, notable, érudit local,
avait rassemblé des documents sur ce poète qui portait le même nom que lui. Des lettres, des textes, qui montraient que les facettes de ce poète étaient extrêmement nombreuses. Et puis parmi les documents très originaux que j'ai trouvés dans cette famille, figure ce que vous avez là représenté à gauche, c'est-à-dire la plaque et les tirages du système du Physionotras. Physionotras, c'était, si vous voulez, en quelque sorte, les photos d'identité de l'époque. Pas de vraies photos, évidemment, mais on projetait la silhouette de profil de l'individu sur une plaque. On gravait la plaque, après on rajoutait des détails, et on pouvait tirer autant d'exemplaires que l'on voulait à partir de cette plaque. Et donc, vous avez tous vu dans des livres, en particulier dans les manuels d'histoire, Danton, Robespierre, Saint-Just, etc., présenter sous ce profil-là le même profil que notre Venance Dougados. Venance Dougados était monté à Paris en 1793, envoyé spécial des Pyrénées-Orientales pour organiser la défense du département contre les Espagnols qui le menaçaient, et il en a profité pour aller dans un atelier de Physionotras pour se faire tirer le portrait, et c'est arrivé entre les mains de l'autre Dougados, Isidore. Quel rapport avec mon Cayrol? Eh bien, il y en a un, puisque en même temps, cette famille héritière de Isidore Dougados m'a remis un paquet de lettres en me disant, bon, ça pourra vous intéresser peut-être, et effectivement, ces lettres n'étaient pas dénuées d'intérêt. Mais dans l'immédiat, c'était Venance Dougados qui m'intéressait, donc les lettres ont été mises de côté et ressortent aujourd'hui, ou du moins sont ressorties l'année dernière, avec le livre dont on va parler. Nous avons donc fait ce colloque de 1994 sur les poètes, publié l'année suivante, acte publié l'année suivante, et un des participants du colloque m'a dit, mais ce Dougados, on ne le connaît pas, vous nous en parlez, il a l'air d'être intéressant, est-ce qu'on ne pourrait pas rééditer ces textes? Or, parmi ces textes, le plus intéressant, le plus remarquable, c'est un voyage. Voyage entre guillemets, vous savez, c'est un type littéraire d'écrire en partie en prose, en partie en vers, un véritable voyage, mais en y ajoutant quelquefois des détails pour le rendre un peu plus passionnant. Quelquefois d'ailleurs ce sont des clichés ou des topoïs comme on dit aujourd'hui, en particulier le curé bon vivant qui ne reçoit pas le voyageur, enfin des choses comme ça. Et donc ce texte qui s'appelle La quête du blé a été publié, c'est très original aussi, par une collaboration entre l'association Les Audois, qui regroupait la FAOL, les archives et la CESA, et une université anglaise, les presses universitaires de Exeter. Alors, texte en français, évidemment, cette maison d'édition anglaise publie des textes littéraires français du XVIIIe siècle et ne connaissait absolument pas Dougados, donc ça a été l'occasion de le découvrir. Ce qui est amusant, c'est que on peut suivre l'itinéraire de Dougados sur la carte de Cassini, par exemple. Et c'est bon, tout à fait passionnant. On peut aussi aller sur le terrain en muni du texte, muni de la carte de Cassini et retrouver les endroits où il est passé. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce livre, parce que ce sont des thèmes qui me passionnent vraiment dans l'histoire, les textes inédits, les gens inconnus ou mal connus. Le deuxième élément dont il faut parler est, donc vous avez ici à gauche représenté le petit morceau du tableau qui figure sur la couverture du livre, et puis à droite, voilà, version à peu près intégrale d'un tableau qui se trouve aux archives départementales de l'Aude et qui représente, bon, bien sûr, tout de suite, vous voyez, la ville de Carcassonne. L'auteur du tableau est inconnu, c'était peut-être pas un peintre génial, mais
En tout cas, moi, ça m'intéresse au point de vue documentaire. On voit au fond en haut la cité, bien sûr. La cité qui, même encore en 1830, n'est pas du tout un lieu de tourisme. Il ne faut pas croire que ce qui est vrai aujourd'hui l'était il y a 2 siècles. D'ailleurs, on a failli la détruire. Je pense que vous savez qu'en 1791, le directoire du département envisageait de détruire la cité parce que c'était le refuge de gens qui pillaient les convois de grains. Enfin, bon. Et puis quand ils avaient pillé le grain, ils le ramenaient dans la cité, ils fermaient les portes et la gendarmerie ne pouvait pas intervenir. D'ailleurs, les touristes de l'époque, c'était des grands personnages, évidemment, c'est pas comme aujourd'hui, les grands personnages n'allaient pas visiter la cité. Ce qu'ils visitaient, c'était la manufacture royale. On va parler dans un instant des échantillons de tissus. Bon. Alors, la cité, au pied de la cité, le quartier de la Trivalle, et de l'autre côté de l'Aude, le champ de manœuvre militaire sur lequel la cavalerie est en train de faire une parade. Et vous avez des carcassonniers, des flâneurs qui viennent voir, assister à la parade de cette cavalerie, donc de ces militaires en garnison à Carcassonne. L'artiste s'est représenté lui-même au premier rang à droite, et à gauche, vous avez une sorte de diligence, c'est-à-dire un transport tiré par des chevaux. On est encore très loin de l'arrivée du chemin de fer. Or, si on est en 1830, Pierre-Lucien Quérol, notre personnage principal d'aujourd'hui, est né en 1821. Il avait donc 9-10 ans à l'époque où ce tableau a été peint. Je ne peux pas prétendre qu'il était là dans le public, évidemment. Mais enfin, vous voyez ce qu'il a pu voir tant qu'il était gamin à Carcassonne. Carcassonne, au XVIIIe siècle, était une des plus grandes villes industrielles de France. C'est le voyageur anglais Arthur Young qui l'a dit, qui l'a écrit, mais il n'est pas le seul, et tout le monde reconnaissait la puissance de l'industrie de Carcassonne, la qualité de ces produits qui s'appelaient principalement des londrins seconds. Il y avait plusieurs catégories, mais enfin le plus important, c'était les londrins seconds, avec un tissage parfait, et surtout une teinture remarquable, le grand teint. Vous voyez ces documents, alors je ne sais plus s'ils sont aux archives de l'Aude, à la bibliothèque municipale ou aux archives de Montpellier, parce que dans ces 3 lieux, il y a effectivement des échantillons qui sont conservés, mais vous voyez, ils sont absolument impeccables. 250 ans après, vous avez des couleurs vraiment... alors là, il y a l'écarlate, le bleu de roi, le jaune limon et le bleu d'azur foncé. Voilà, 4 des multiples, des dizaines et des dizaines de teintes de ces tissus. Or, à Carcassonne, on produit du tissu. On est en relation avec une autre grande ville productrice de tissu qui est Elbeuf. D'ailleurs, un oncle de Pierre-Lucien Quérol est allé s'installer à Elbeuf, toujours dans l'industrie textile. Entre les deux, Paris, c'est quand même la mode. C'est là que l'on consomme les tissus, soit d'Elbeuf, soit de Carcassonne. Il y a des représentants, il y a des commerciaux qui circulent, etc. Ils sont en relation avec l'Amérique du Sud, les pays de La Plata, où ils vendent leurs tissus. On n'est pas encore à l'époque où on importe de ces pays-là des toisons de moutons, non. Les producteurs de Carcassonne et d'Elbeuf vendent des draps, des tissus de draps, aux pays de La Plata, qui sont des pays très agités à cette époque. Il y a beaucoup de guerres, beaucoup de troubles, et le résultat, c'est que quelquefois, les factures ne sont pas payées, donc ça pose un certain nombre de problèmes que Pierre-Lucien évoque aussi, puisque son oncle est engagé là-dedans.
relation aussi avec l'Espagne, puisque les laines de ces tissus de très grande qualité viennent de l'Espagne. On est déjà dans une mondialisation très poussée, dont on a aussi de multiples autres exemples. Mais 1830-1840, c'est-à-dire au début de la période qui nous intéresse, le textile de Carcassonne est en crise. Une crise qui a commencé en fait dès les années 1780-85, donc dès le XVIIIe siècle. Une crise qui est aggravée par les guerres de la Révolution et de l'Empire, puisque les Carcassonnais du XVIIIe siècle vendaient leur Londrin second par voie maritime vers les ports de l'Empire turc, de l'Empire ottoman. Alors évidemment, avec les guerres, ce trafic-là est, sinon anéanti, du moins très perturbé. Donc, crise aggravée, et au moment où la paix revient, les Carcassonnais se sont montrés incapables d'innover. Ils sont restés sur leur vieille production, et donc petit à petit, ils se sont mis à décliner. Et on le voit bien ici, avec la famille de Pierre-Lucien Quérol, puisque son père, qui était un négociant en laine et en tissu, abandonne cette fonction qui n'était plus lucrative et il devient architecte de la ville de Carcassonne. Alors il avait quand même quelques bagages pour devenir architecte, on ne l'a pas pris comme ça quand même totalement au hasard. Mais il a abandonné ses fonctions dans le textile pour changer d'activité. Et il a participé notamment, on voit sa signature là sur un document, il a participé au réaménagement du vieux lycée de Carcassonne. Donc, entre lui, le père architecte, et le fils, qui, on va le voir, est devenu, dans le génie militaire, constructeur de bâtiments aussi et de ports, il y a des échanges d'informations, des échanges d'idées, telle matière première, telle autre, où on peut la trouver, etc. Dans cette correspondance, c'est tout à fait pertinent. Alors, je précise quand même que, malgré la crise du textile, la famille Quérol reste une famille aisée. Pour envoyer le fils à Paris faire des études, pour payer les déplacements, pour payer les uniformes, pour payer toutes sortes de choses, il y a des sommes considérables qui sont envoyées de Carcassonne vers le fils quand il est à Paris notamment. Il faut dire que je pense que le grand-père Quérol avait, pendant la Révolution, acheté des biens nationaux et donc il avait des propriétés qui leur rapportaient et qui leur permettaient comme ça de faire étudier leur fils. Leur fils, donc Pierre-Lucien Quérol, dont vous avez la signature sur une des lettres à ses chers parents, voici son parcours, voilà un petit peu comment il a vécu et d'où viennent les lettres qu'il envoie à sa famille, soit à ses parents, soit à sa sœur, soit à son beau-frère, ce fameux Isidore Dougados dont on parlait tout à l'heure. Alors, il part de Carcassonne en septembre 1839 et il vit à Paris jusqu'en 1842, d'abord pour préparer Polytechnique. Il est reçu et il suit pendant 2 ans la scolarité de Polytechnique. Il en sort à une place, disons, moyenne, pas dans les tout premiers, mais enfin il peut quand même devenir lieutenant dans l'arme du génie, donc il devient militaire. Il aurait préféré sans doute être mieux classé et obtenir un emploi dans le civil, mais bon, son classement ne lui permet que d'être lieutenant dans le génie. Et pour cela, il va à Metz suivre les cours de l'école de perfectionnement des officiers du génie. Il y reste d'abord à l'école, ensuite au régiment, de 1843 à 1846. Là, le régiment part en Algérie. La conquête de l'Algérie commence en 1830, lui, il y arrive en 1846, la conquête est loin encore d'être terminée.
son activité principale, c'est de construire des routes dans l'Est algérien. Jusqu'en 1848. Il est ensuite nommé à Cherbourg, où là, il construit des jetées pour le port. Il reste jusqu'en 1851. Il revient vers la Méditerranée en Corse, à Bonifacio, 1851-1854. Au passage, notez bien les régimes politiques qui correspondent à ces années-là et sur lesquels je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Bon, il reste en Corse jusqu'en 1854. Il est à ce moment-là nommé beaucoup plus près de chez lui, puisqu'il est à Montpellier et à Sète, à cheval sur les deux villes, entre 54 et 57. Et enfin, il est nommé à Port-Vendre, où il y a des travaux à faire aussi sur le port, de 1857 à 1859. Voilà les 20 ans qui sont couverts par la correspondance de Pierre-Lucien Quérol à sa famille. À Paris, donc, préparer Polytechnique et ensuite suivre les cours de Polytechnique, une école où règne une certaine indiscipline. Les polytechniciens sont un peu agités, si bien qu'ils contestent leur directeur, qui est lui-même un colonel, et que quelquefois le maréchal Soult, ministre très important et même quelquefois Premier ministre de Louis-Philippe, est quelquefois obligé d'intervenir. Et il y a eu comme ça des passes d'armes très dures entre les autorités militaires et les jeunes de l'école polytechnique. À Paris, Pierre-Lucien Quérol voit Louis-Philippe, il assiste à une fête aux Tuileries, il voit la famille de Louis-Philippe. Il participe également au retour des cendres de Napoléon Ier en 1840. Et puis il va aussi au spectacle, et notamment il est enthousiasmé par cette célèbre tragédienne qui s'appelle Rachel, qui avait exactement le même âge que lui, qui était aussi né la même année, 1821. Après son perfectionnement donc dans le génie, il part dans un régiment de génie, justement, en Algérie. Il passe à Alger, dont la gravure montre un aspect de l'époque, et il va surtout se trouver dans l'Est algérien, du côté de Guelma et de Bonn, et c'est là qu'il construit dans les montagnes de l'Est algérien, il construit des routes, et il est absolument séduit par le très grand nombre de ruines romaines. C'est une région qui a été très occupés par les Romains, qui ont construit des quantités de villes dont il reste encore aujourd'hui, bien sûr, des vestiges extrêmement importants. Il raconte aussi le fléau des sauterelles qui sont capables de détruire toute une moisson en quelques heures. Donc là, c'est un dépaysement complet qu'il connaît avec ces 2 ou 3 ans passés là en Algérie. Il en revient, ou plutôt d'abord, disons que, avant de le faire revenir en France, disons que c'est l'époque où la révolution de février 1848 aboutit à la chute de Louis-Philippe et à la proclamation de la Deuxième République, au cours de laquelle un audois se met en valeur, c'est Armand Barbès, que vous avez ici représenté. Alors, un audois, oui, bien sûr, c'est une famille incontestablement audoise, mais c'est un audois né à Pointe-à-Pitre et mort à La Haye. Né à Pointe-à-Pitre parce que la famille s'était installée aux Antilles, et mort à La Haye parce qu'il a été proscrit au moment du coup d'État, dont vous avez le décret du 2 décembre 1851 qui met fin à la Deuxième République, même si pour la proclamation de l'Empire, il faut attendre encore un an de plus. Et lorsqu'il est en Corse en 1851, il constate, et ça ne nous surprend pas beaucoup, que les Corses sont enthousiastes de voir revenir à la tête du pays
un descendant, qui n'était peut-être pas, mais enfin un descendant supposé de la famille Bonaparte. Ça, c'est l'affiche à droite, c'est l'affiche qui annonce que l'Assemblée nationale est dissoute, etc. Donc c'est l'annonce du coup d'État du 2 décembre 1851. Si les Corses sont favorables à l'Empire, est-ce qu'on peut connaître les sentiments de notre Pierre-Lucien Quérol? Alors c'est difficile, il n'y a pas de profession de foi, de telle ou telle tendance dans ses lettres. Ses parents devaient connaître ses positions, il n'avait pas besoin de les exprimer, mais il y a quand même un certain nombre d'indices qui nous montrent plusieurs choses. D'abord, les processions catholiques trouvent ça un peu ridicule. Et chaque fois qu'il peut se moquer d'une procession catholique, il le fait allègrement. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas clérical et qui n'est pas très porté sur la religion. Sur le plan politique, il n'est pas rouge. Et il trouve que les révoltes de Barbès, la violence, tout ça, ça ne lui convient pas bien. Mais il n'est pas blanc non plus. Donc ni rouge ni blanc, il est bleu. C'est-à-dire il est pour la République, mais sans aller à des excès. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Eh bien, on a la chance que cette famille m'a donné aussi quelques autres documents, aussi déposés aux archives départementales de l'Aube, comme celui-ci. Alors, c'est de la chance de l'avoir parce que vraiment, il est très intéressant, ce document. C'est une action de la société en commandite pour la publication d'un journal qui s'appelle La démocratie pacifique. Bon, jusque-là, ça ne vous dit pas grand-chose, mais peut-être si on dit que le directeur de ce journal était Victor Considérant, un disciple de Fourier, ça vous montrera déjà qu'il y a une certaine tendance proche de ce qu'on appelait autrefois le socialisme utopique, mais qu'on a tendance aujourd'hui plutôt à désigner comme les pionniers du socialisme. Alors, le document est daté de juillet 1845, lorsque Pierre-Lucien Quérol est dans un régiment du génie à Metz. Or, quand on regarde la composition de ces groupes de pionniers du socialisme, on y voit beaucoup d'officiers du génie, beaucoup de polytechniciens. Considérant lui-même était un officier du génie. Enfantin, le chef des Saint-Simoniens, était aussi un polytechnicien. Donc, il y avait une espèce de bouillon de culture là, dans ces écoles, dans ces régiments du génie. Alors, le problème des pionniers du socialisme, ce n'est pas qu'on ignore leurs œuvres. Ils ont écrit des livres, on peut les lire, on peut trouver des éditions récentes de beaucoup d'entre eux, mais on peut aussi, si on veut vraiment aller aux originaux, aux éditions originales, on pourra les trouver pas loin d'ici, à Castres, au Centre national et musée Jean Jaurès, d'où sont tirées ces deux couvertures de livres. Il y en avait beaucoup d'autres également. Cabet, Proudhon, les Saint-Simoniens, Flora Tristan, Fourier, etc., etc. Là, vous avez la couverture du Voyage en Icarie de Cabet, ces utopies qui avaient donné le nom socialisme utopique. Et puis, à droite, le fameux livre de Proudhon, Qu'est-ce que la propriété? Et vous vous rappelez, dans tous les manuels scolaires, bon, ça figurait. Qu'est-ce que la propriété? La propriété, c'est le vol. Bon, c'est la phrase célèbre. En réalité, il y a tout un livre à lire quand même. Il ne faut pas se contenter de la phrase, mais c'est la phrase qui est la plus connue de Proudhon. On peut donc lire ces œuvres, on peut les analyser, on peut les comparer, on peut essayer de voir lequel a influencé l'autre, quelles sont les différences, les ressemblances, etc. Tout ça est très très bien. Mais la question la plus
sérieuse, c'est quel impact? Quel est l'impact de ces théories sur les gens? Est-ce qu'on peut le découvrir? Alors, il y en a, déjà, il y a le texte qu'on a vu ici. Un lieutenant du génie est adhérent à cette société de publication d'un journal de socialisme utopique. Voilà un élément. Bon, il peut y en avoir d'autres. Moi, par exemple, j'ai trouvé, en travaillant sur la Deuxième République à Mazamet, j'ai trouvé un rapport de police qui signale que le 30 novembre 1851, remarquez, 3 jours avant le coup d'État. Donc il y a une fermentation très forte à l'époque. Le 30 novembre 1851 à Mazamet, un commissaire de police envoie le rapport suivant au préfet. Dans un café de Mazamet, devant un très nombreux public, un maçon a pris la parole et il a dit « C'est indigne d'avoir un gouvernement comme celui-là. » Et puis surtout, « Personne ne m'empêchera de dire que la propriété est un vol. » Ah, et alors on se dit « Mais comment la célèbre phrase de Proudhon est-elle arrivée à ce maçon, qui est très lettré d'ailleurs, et qui raconte ça dans un café de Mazamet. Personne ne m'empêchera de dire que la propriété est un vol. » Voilà un autre élément ponctuel qui montre l'impact, mais difficile à en dire davantage. Alors, un dernier élément dont je parlerai ici, c'est cette personne que vous voyez à droite, ici, qui est une femme de Sorèze, dans le sud du Tarn, qui s'appelait Elisa Grimaille, mais plus connue sous le nom de son mari, Elisa Lemonnier, qui est au XIXe siècle la créatrice de l'enseignement féminin professionnel. L'enseignement professionnel féminin, si vous voulez. Alors, Sorèze, c'est pas très loin d'ici. Et surtout, c'est très proche de Castelnaudary. Il y avait dans ce secteur, des deux côtés de la montagne Noire, Sorèze et Castres dans le Tarn, Revel dans la Haute-Garonne, Castelnaudary dans l'Aude, il y avait tout un foyer de Saint-Simoniens qui s'étaient réunis parce que l'un d'entre eux, un propriétaire, avait lu les œuvres de Saint-Simon et de ses disciples, les avait trouvées passionnantes, et il avait parlé à ses camarades, aux autres notables, avocats, médecins, propriétaires de la région, et s'était constitué un groupe Saint-Simonien. Tellement important que le chef de l'école saint-simonienne disait que Sorèze était le deuxième centre national français pour le saint-simonisme après Paris. Donc la grande ville et le petit village, là, c'est tout à fait étonnant. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé puisque on a fait à Sorèze même un colloque il y a quelques années, donc j'ai les actes si ça vous intéresse. Bon, alors je fais quelques parenthèses parce que ces parenthèses sont inspirées par ma correspondance là. Mais je voudrais en faire une ici à propos des Saint-Simoniens de Sorèze parce qu'il y a quelquefois des évidences historiques qui se retrouvent totalement fausses. Par exemple, il y avait à Sorèze une célèbre école du XVIIIe siècle qui continuait à être connue au XIXe, une école d'avant-garde également, bon, dans laquelle on jouait les pièces de Voltaire, dans lesquelles on étudiait l'histoire d'une façon un petit peu originale. Et on sait que deux Saint-Simoniens importants ont été professeurs dans l'école de Sorèze. Deux Saint-Simoniens professeurs, un groupe de Saint-Simoniens anciens élèves de l'école, pour une relation directe, c'est-à-dire que c'est les profs qui ont converti les élèves. Et les élèves qui ont eu l'enseignement de ces deux Saint-Simoniens sont devenus Saint-Simoniens. Sauf que les anciens élèves étaient sortis de l'école 10 ans avant l'arrivée de ces profs. Donc ça ne peut pas être les profs qui ont
former ses élèves. Et c'est le contraire qui se produit. C'est le groupe d'élèves devenus saint-simoniens qui ont discuté avec les profs nouvellement nommés à l'école de Sorèze et qui les ont convertis au saint-simonisme. L'un d'entre eux s'appelait Lemonnier et il a épousé cette Sorézienne. Donc, les profs, c'est là que les profs ont été convertis par les anciens élèves. Mais si je vous ai fait cette parenthèse, c'est surtout pour vous montrer qu'en histoire, il faut être souvent prudent. Que les grosses évidences, des fois, il vaut mieux y regarder à 2 fois ou à 3 fois avant de se lancer dans des hypothèses qui ne vont pas tenir le coup. Bon, il est nommé à Cherbourg, où il construit la rade, il participe à la construction de la rade de Cherbourg. C'est un séjour qui ne se passe pas très bien parce qu'il pleut, et il attrape des rhumatismes, et donc il ne va pas y rester très longtemps, et il demande à redescendre vers le sud, et on l'envoie en Corse. On l'envoie en Corse, à Bonifacio, même à l'extrême sud, vous voyez, de la Corse. Mais il y a en Corse, au centre, en plein centre de la Corse, une station thermale qui s'appelle Guagno, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, qui est très bonne pour le traitement des rhumatismes. Donc on peut en profiter et il en est extrêmement content. Bon, en Corse, il décrit un petit peu l'atmosphère, les mentalités, les processions religieuses. Et puis la grande attraction, si on peut dire, de la Corse, c'est les bandits. Il y a des bandits et donc des gendarmes qui traquent les bandits. Mais ça se fait d'une certaine façon que je vais vous raconter d'après Pierre-Lucien Quérol. Quand il est en Corse, sa sœur et son beau-frère envisagent de venir le retrouver et de venir faire un peu de tourisme, en tout cas faire un séjour en Corse. Mais il lui écrit en lui disant mais on a très peur du mal de mer pour la traversée et on a très peur des bandits. Il leur répond, le mal de mer, je n'y peux rien. Peut-être vous aurez le mal de mer, mais les bandits, ne vous en faites pas. Ils ne s'en prennent pas aux continentaux. Ce sont des affaires entre eux, des conflits de famille, d'une famille à une autre. Et sinon, ils s'en prennent aussi aux gendarmes, évidemment, parce que ceux-ci les traquent. Donc, la Corse, et enfin, au fur et à mesure que les choses avancent, le principal thème du livre, ce sont les progrès. Les progrès, et en particulier du côté du rail que l'on va voir dans un instant, puisque au début, 1839, le réseau ferré est pratiquement inexistant. Il monte à Paris en diligence. Ça lui prend 5 jours. Une diligence qui pouvait peut-être ressembler à celle-ci que j'ai photographiée sur un célèbre tableau de Courbet qui se trouve au musée Fabre à Montpellier. C'est le fameux tableau Courbet qui arrive devant son mécène et le titre du tableau c'est « Bonjour Monsieur Courbet », hein, vous l'avez au musée Fabre à Montpellier. Et dans ce coin, j'ai vu cette diligence, je me suis dit, tiens, elle ressemble beaucoup à celle que décrit Pierre-Lucien Quérol dans ses débuts. Et donc, pendant toutes ces 20 années que représente la correspondance, on voit le passage progressif mais régulier de la traction animale à la vapeur. C'est donc le moment de parler du rail, un des morceaux du titre. La carte que vous avez là, des chemins de fer en Europe continentale, on ne voit pas l'Angleterre, mais en Europe continentale, vous voyez bon que en 1848, les chemins de fer correspondent en gros aux zones les plus industrialisées. Le chemin de fer sert surtout au transport de marchandises, passagers aussi. Et quand Pierre-Lucien est à Paris, comment faire pour rentrer chez lui à Carcassonne? Il se pose la question, ou quand il est à Cherbourg aussi, comment faire pour rentrer à Carcassonne? Par où passer? Est-ce qu'on va passer par Orléans? Vous voyez que le réseau ne va pas beaucoup plus loin et n'atteint pas encore Bordeaux.
mais il va petit à petit aller vers Bordeaux. Ou bien est-ce qu'on passe par Troyes, et à ce moment-là, on descendra ensuite la vallée du Rhône en diligence éventuellement, et puis peut-être en arrivant dans le Midi, on pourra monter sur les bateaux du canal du Midi. Il est toujours en train de se demander comment faire. Et ce qui est bien dans cette correspondance, c'est qu'on découvre les progrès au fur et à mesure que Pierre-Lucien Quérol les découvre lui-même. Ce n'est pas un cours de première, seconde ou terminale sur le progrès du chemin de fer, c'est la découverte de ces progrès en même temps que l'utilisateur qui est notre auteur des lettres. Non seulement l'existence du chemin de fer, ou la non-existence, mais aussi la question du confort. Il est clair que c'est beaucoup plus confortable de voyager en chemin de fer qu'en diligence. Il y a aussi le fait que si on descend dans le Midi, le canal du Midi est fermé à la circulation pendant quelque temps en été. Et donc, si on tombe à ces mois d'été, on ne pourra pas utiliser le bateau sur le canal du Midi. Voilà toutes les questions qu'il se pose quand il est obligé de faire un voyage à cette époque. Grande date très importante pour Pierre-Lucien Quérol, mais aussi pour nous à Carcassonne, c'est l'arrivée du chemin de fer à Toulouse. J'aurais bien voulu avoir l'arrivée du chemin de fer à Carcassonne, mais malheureusement, il semblerait que ça n'existe pas. On n'a pas de gravure qui montre l'arrivée du chemin de fer à Carcassonne, mais on l'a l'arrivée à Toulouse en 1857, c'est la même date. Et cette locomotive que vous voyez au premier plan à droite arrive de Sète, et elle est passée à Carcassonne, et elle arrive à Toulouse. Donc vous voyez le nom écrit en haut à droite. Et au bout là-bas du tableau, de la gravure, vous avez une autre locomotive qui, elle, arrive de Bordeaux, et les deux vont se rencontrer juste à Toulouse, à la gare Matadieu, décorée de drapeaux, de guirlandes, de fleurs, etc., avec beaucoup de public, y compris des militaires, des religieux aussi. Le chemin de fer est béni, d'abord parce que c'est une grande réalisation, ensuite parce que c'était souvent considéré par les paysans comme quelque chose d'un peu démoniaque, et donc il valait mieux le bénir pour être plus tranquille. L'autre grand progrès, la poste. La poste. Prenez la lettre qui est à droite, qui est adressée à M. Quérol, donc architecte à Carcassonne. Elle part de Paris le 4 décembre 1839, donc c'est la première année de son séjour à Paris, le 4 décembre. Elle arrive à Carcassonne le 8. Et c'était le destinataire qui devait payer le port de la lettre. Mais, ça je le savais bien déjà, et c'est connu, mais par contre, ce que je ne savais pas, et que je découvre là avec un peu d'étonnement, c'est la lettre qui est à gauche, où il n'y a aucun cachet de la poste ni rien. Elle est adressée à M. Quérol vis-à-vis de la préfecture à Carcassonne. Beaucoup de lettres de l'époque circulaient par des occasions. Un ami qui montait de Carcassonne à Paris, on lui donnait des lettres à donner à droite à gauche à d'autres Carcassonnais. Pierre-Lucien, quand il est monté à Paris pour préparer Polytechnique, on lui a confié un certain nombre de lettres qu'il est allé distribuer. Lui, quand il a des lettres à faire, il se demande s'il n'y a pas une occasion pour ne pas avoir à payer le port d'un port relativement important. Donc ça, c'était quelque chose que j'ignorais complètement et que j'ai découvert avec cette correspondance qui est très très riche d'enseignements. Alors, on assiste à l'accélération du courrier, puisque là, vous voyez, à gauche, c'est une lettre qui part d'Algérie, de Bonn, 4 novembre 1846. Elle passe à Marseille, vous avez le cachet en bas, elle passe à Marseille le 12 novembre, et elle arrive à Carcassonne le 14. Donc ce qui est très long ici, c'est la traversée. Mais sinon, de Marseille à Carcassonne, 2 jours.
C'est déjà un progrès remarquable. À droite, c'est une lettre qui part de Cherbourg, le cachet de Cherbourg, le 25 juin 1850. Cherbourg, Paris, un jour. À Paris, le 26, et à Carcassonne, le 28. Donc, Paris-Carcassonne, déjà, au lieu de 4 ou 5 jours, on est tombé à 2 jours. Une véritable accélération. Et puis, la grande innovation aussi, c'est qu'au lieu de faire payer le port au destinataire, c'est celui qui envoie la lettre, qui achète un timbre, qui colle le timbre sur l'enveloppe et qui fait partir sa lettre. Là, on est sous le Second Empire et les timbres représentent l'effigie de Napoléon III. À gauche, non, en haut, on n'a que le départ de Montpellier, donc on ne sait pas quelle a été la rapidité de cette lettre, mais en bas, on a le départ de Sète le 1er septembre 1855, arrivé à Carcassonne le 3. Donc 2 jours de trajet entre Sète, qui s'écrivait à l'époque CE2DE, et Carcassonne. Et puis, alors, les plus importants progrès, c'était le rail et voilà, bon, c'est bon. Les autres progrès, je ne fais qu'en donner une liste un peu rapide. Le télégraphe, qui accompagne en général le trajet du chemin de fer. Le daguerréotype, c'est-à-dire les premières photos. Quand il est à Metz, Pierre-Lucien Quérol envisage de se faire daguerréotyper, mais il écrit à sa famille, il faisait trop sombre, alors on n'a pas pu faire la photo. Tout à fait au début de ce système-là. Les magasins de confection, on n'a plus besoin d'aller chez un tailleur pour se faire les costumes. On peut trouver dans les magasins comme le premier établissement du Bon Marché à Paris, des vêtements tout faits. Les cures thermales, très très importantes, il en a suivi plusieurs puisqu'il avait du rhumatisme et qu'il a été obligé d'y aller. Les cures thermales avec leur progrès, avec leur sociabilité aussi, bien sûr, intéressant. Et puis c'est une époque aussi où il y a eu une épidémie de choléra, notamment dans le Midi. Ce sont les troupes qui... Le choléra est arrivé par le nord de la France. Les troupes l'ont déplacé de Paris vers la Méditerranée en allant s'embarquer pour la guerre de Crimée. De Marseille, de la région de Marseille, le choléra est venu à l'ouest vers l'Aude, et il a fait pas mal de dégâts vers l'Aude, et il a été ensuite transporté par les moissonneurs ariégeois qui étaient venus faire les moissons dans le Bas-Languedoc et qui sont remontés dans leur département en transportant évidemment le choléra. Et je crois que, si je me souviens bien, l'Ariège a été peut-être même le département français le plus touché par cette épidémie de choléra. Bon, les progrès culminent avec l'exposition universelle de 1855 à Paris, progrès techniques dans tous les domaines. Pierre-Lucien Quérol il annonce à ses parents, va assister à cette exposition universelle. Lorsque ce livre a été fait, on a trouvé heureusement un support avec la fondation d'entreprise de la Poste, puisque c'était le rail, la Poste, etc. Bon, les progrès de celle-ci, on a été vraiment très très bien accueillis par des gens vraiment compétents, à l'écoute, et je crois qu'il faut les remercier. C'était aussi 2021, l'année de publication du livre, l'année européenne du rail. C'est un phénomène général de l'Europe, donc de la construction européenne. Et il se trouve que l'auteur, qui est carcassonnais, le présentateur, c'est moi, le maquettiste sont aussi, tous les trois sont des Occitans, que l'éditeur qui est parisien a accepté de faire imprimer le livre en Occitanie, ce qui est pas mal aussi, et donc on peut dire que notre livre est une contribution de l'Occitanie à cette année européenne du rail. Enfin,
depuis que je travaille avec la FAOL, j'ai reçu un très bon soutien du conseil départemental de l'Aude depuis plusieurs présidents qui se sont succédés, qui nous ont tous soutenus. Il m'a donc semblé intéressant de faire un cadeau au collège du département en passant par les services du conseil départemental de l'Aude. Et donc, comme il y a 28 collèges, 28 exemplaires du livre ont été offerts au département, à la présidente du conseil départemental, pour les distribuer. C'est une chose qui a été faite le 4 novembre de l'année dernière. Et c'est malheureux à dire, mais je n'ai pas reçu la moindre réponse. J'avais même fait une lettre personnelle à la présidente accompagnée d'un cadeau personnel qui était la traduction en anglais du livre de Bartas. Bon, les remerciements, je m'en passe, c'est pas grave. Mais je voudrais bien que ces 28 exemplaires ne soient pas au fond d'un placard garé là par un subalterne, mais qu'ils soient vraiment distribués au collège. Donc si vous avez un moyen quelconque de vous faire entendre là-dessus, je répète que je n'ai pas besoin de remerciements, mais je ne voudrais pas que le cadeau ne serve vraiment à rien. Voilà. À présent, si vous avez des questions, et puis je vous ai apporté le bouquin de Quérol, évidemment, et les quatre livres que j'ai cités pour le cas où éventuellement vous ne les auriez pas, ou vous les auriez prêtés à quelqu'un qui ne les a pas rendus. Ils sont là, c'est le livre des écoliers de Tournissan, c'est le livre de Bartas, c'est la quête du blé, c'est le livre sur les Saint-Simoniens. Et j'ai aussi une boîte dans laquelle vous avez des livres que je donnerai comme cadeau à ceux qui se seront portés acquéreurs du livre de Quérol. Je vous remercie et j'attends vos questions. Bon, je vais poser la question. Est-ce que Pierre-Lucien Quérol s'est marié? Eh bien non, il est resté célibataire. À un moment donné, étant en cure thermale, il avait rencontré une jeune fille qui lui plaisait assez. Il a éventuellement sollicité sa main. Mais les parents ont préféré, elle était toute jeune, les parents ont préféré qu'elle grandisse encore un peu et qu'on en reparle plus tard. Donc il ne s'est pas marié. Madame? Et il est mort relativement jeune, il est mort de quoi? Alors, voilà aussi la deuxième question que j'avais posée, mais je vous remercie de l'avoir posée. Il est mort en 1859. C'est-à-dire qu'on a jusqu'à la dernière lettre qu'il a adressée depuis Port-Vendre à ses parents en 1859. Il construisait des défenses pour le port de Port-Vendre, donc des défenses au-dessus de la mer. Et le dernier chapitre du livre, c'est le rapport de police. Pierre-Lucien Quérol, qui est capitaine à ce moment-là, le capitaine Quérol a disparu. C'est sous-officier ou autre, ne le voit plus. Le restaurant où il allait prendre ses repas, on ne l'a pas vu également depuis un certain temps. Alors le policier enquête, il fait venir un certain nombre de témoins qui lui disent « Oui, ce tel jour, on a vu le capitaine Quérol se diriger vers la redoute qu'il était en train de construire au-dessus de la mer. C'était une grosse tempête. Et j'ai failli moi-même être emporté par une lame, et donc la conclusion de cette enquête, ça a été qu'il a été emporté par une lame vraiment très très forte et qu'il a disparu dans ces conditions en 1859. Voilà, alors le mariage, le décès, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Ce qui est... Bon.
évidemment, le livre, c'est les progrès et la découverte des progrès. Mais la découverte du personnage, c'est aussi intéressant. Parce qu'il se livre spontanément, il écrit à sa famille, sa mère, son père, sa sœur, son beau-frère ensuite. Et personnage très, très sympathique, vraiment. On peut vivre avec lui, il donne une quantité de détails sur sa vie, etc. Oui, mais est-ce qu'il est conscient de ses progrès? Ah oui, est-ce qu'il les écrit, les signale complètement? Absolument, absolument, il est totalement conscient, il en est ravi. Il en est ravi. D'abord, c'est plus rapide, les transports, c'est moins cher aussi, c'est plus confortable. Quand il est à Paris à Polytechnique, il ne descend pas à Carcassonne pour un oui ou pour un non. Je crois qu'il a passé 4 ans sans descendre chez ses parents. Bon, il allait chez son oncle et sa tante à Elbeuf, mais il ne rentrait pas dans sa famille. Même quand il est à Montpellier ou à Sète, avant que le chemin de fer aboutisse, il hésite quelquefois avant de partir, parce que un voyage de Montpellier à Carcassonne sans chemin de fer ou avec un chemin de fer encore incomplet, ça peut prendre 4 ou 5 jours. Voilà. Ah oui, il est tout à fait comme ça. On n'a aucune lettre dans l'autre sens. Or, il y en a eu. Il y en a eu, et malheureusement, je pense que c'est un peu comme dans le cas des soldats de 14-18, on a beaucoup plus souvent les lettres du soldat adressées à sa famille que de la famille adressée au soldat. Parce qu'elles ont disparu, parce qu'il a partagé. Il a fait je ne sais pas combien de séjours différents, distincts. On n'a pas les lettres adressées par sa famille. Mais toujours dans une correspondance, on peut arriver à savoir ce que lui disait sa famille par les réponses qu'il faisait ou par des allusions, où on sait par exemple que son oncle lui a commandé, lui a passé commande de vin de Limoux. Et alors lui, il le dit à son père, lui ailleurs qu'à Limoux, donc il dit à son père qui est à Carcassonne, comment peux-tu te procurer une caisse de blanquette de Limoux, des choses comme ça. Alors, il y a des échanges indirects si vous voulez, mais bon, que l'on connaît par ailleurs dans notre type de correspondance. Est-ce que dans ces lettres, il explique, analyse ou cherche à comprendre les raisons qui ont fait qu'à cette période-là, il y a eu toutes ces découvertes, toutes ces avancées que l'on appelle progrès? Est-ce qu'il analyse la société? Ou est-ce que c'est simplement des lettres individuelles, familiales? Ce ne sont pas des analyses, ce ne sont pas des rapports sur un sujet donné. Il faut prendre les bribes là où elles sont dans la correspondance. Ce qui la rend d'ailleurs encore plus intéressante. Parce que faire un cours sur le chemin de fer, bon, vous allez prendre un manuel, vous avez un cours sur le chemin de fer, là c'est pas du tout ça. C'est l'usager qui découvre et qui en voit les avantages, qui en voit les inconvénients éventuels aussi. Alors, est-ce qu'il y a des prises de position favorables au progrès? C'est pas clair. Alors, il n'y en a pas défavorables. Hein. Pour lui, l'époque, le chemin de fer, le timbre, la poste, tout ça, ce sont des progrès incontestables. Il ne les remet pas en question. D'ailleurs, ce n'est que beaucoup plus tard qu'on s'est aperçu que ces progrès pouvaient avoir aussi pouvaient poser des problèmes. Hein. Mais à l'époque, non. Il y a beaucoup d'humour aussi. Oui. Et est-ce qu'il fait état de sa vie sociale? Oui. Alors, il est toujours un étranger quand il est dans ces postes-là. Toujours un étranger, donc il y a un moment d'adaptation et il décrit la société corse, il décrit la société dans les cures thermales, l'Algérie, où il est quelquefois tout seul sur la route avec un ou deux spahis pour traduire du français à l'arabe et de l'arabe au français. Oui, on arrive à découvrir ces faits de sociabilité, de société de l'époque.
divertissements aussi, les promenades, il ne fréquente pas trop le café. Il dit qu'il préfère... alors il joue du piano, il échange quelquefois avec sa sœur sur des morceaux de musique, il donne des conseils pour apprendre, pour mieux apprendre le piano, etc. Si ce n'était pas l'intérêt documentaire, ça serait aussi l'intérêt de voir vivre quelqu'un. Voilà, on participe pendant 20 ans à la vie d'un personnage intéressant. Est-ce qu'on a des documents sur lui dans les archives militaires? Je n'ai pas fouillé dans les archives militaires parce que dans les documents que m'avait donné la famille pour accompagner les lettres, et qui sont aussi dans certains dossiers, je donne les références dans le livre, je ne les ai pas en tête maintenant, il y a des nominations, par exemple, nomination au grade de capitaine. Et il y a un document qui est signé par Arago, le fameux ministre de l'époque de la Deuxième République. Sur la façon dont il était noté, ce sont plutôt les classements d'entrée, de sortie, de Polytechnique en particulier, qui sont connus. Alors il décrit très très bien l'enseignement qu'il a reçu, qu'il reçoit, parce qu'apparemment son père est un peu exigeant là-dessus, et donc il lui donne de détails, le nombre d'heures de mathématiques, le nombre d'heures de ceci, de cela. Alors, une chose aussi qui m'a surpris, de la même façon que cette histoire de faire passer des lettres par des occasions, c'est la politique un peu systématique de protection, on va vous aider à faire ceci, jusqu'à même éventuellement intervenir auprès d'un examinateur de Polytechnique pour lui dire, ben voilà, ce candidat est intéressant. Alors je crois que ça s'est toujours fait, hein, mais quand même aller voir un examinateur, ça c'est assez rare, je pense. Je ne pense pas comme ça venu me voir souvent, ce point de vue-là, pour me dire, ce garçon-là, il faut le pousser, il faut... Mais là, ça c'est un peu systématique. Mais il y a des échanges de services comme ça. Je suis l'ami de ton père et donc je vais faire quelque chose pour toi. Est-ce que dans sa période algérienne, il y a des allusions, des événements de la conquête, des difficultés, oui, de combats pas de combat et surtout pas de violence tragique. Hein. On sait que la conquête de l'Algérie s'est accompagnée d'un certain nombre de choses graves. Là, il participe à un moment donné à une expédition dans le sud pour faire payer l'impôt par une tribu qui est un peu hostile, enfin pas vraiment hostile, mais qui est rebelle à l'impôt. Mais ça ne s'accompagne pas de massacres ou d'actes de violence. Alors est-ce que c'est qu'il n'aurait pas voulu les raconter ou... Non, j'ai quand même l'impression, vous savez, des fois, quand on a un peu l'habitude, on a des impressions qui se révèlent justes. J'ai l'impression que non, il raconte vraiment les choses comme elles étaient. Parce qu'il aurait très bien pu dire, là je ne vous raconte pas ça parce que c'est... Non. Par contre, il construit des routes. Alors là, il avait beaucoup d'assiduité et de travail, dans un climat qui n'est pas toujours facile, hein, surtout l'hiver l'été. Est-ce que dans la correspondance, il y a des illustrations? Alors, dans les lettres proprement dites, il y a quelquefois des dessins. Je vous en ai montré quelques-uns, ils ne sont pas géniaux parce que c'est des coups de crayon de plume, mais il y a quand même le plan de
la construction de la Banque de France de Montpellier, puisque le père de Quérol est chargé de construire la Banque de France à Carcassonne. Et son fils lui dit, ouais, voilà, les plans sont secrets, on comprend un peu pourquoi, les plans sont secrets, mais d'après les gens que j'ai interrogés, ils ont fait ci, ils ont fait ça, l'argent est dans des caves assez profondément enfouies, qui ne communiquent avec l'étage que par une espèce de courroie et un passage très étroit, et c'est là que j'ai découvert la signification du mot d'argot de sac. Un sac. C'est que c'était dans des sacs qu'on mettait 1000 francs, et que voilà, le caissier faisait monter le sac de 1000 francs par une espèce de système de poulies et de cordes. Et voilà, donc il y a ce dessin-là qui peut être intéressant. Alors aussi, dans le livre, il y a la représentation du tableau de Carcassonne qui se trouve aux archives de l'Aude, que j'ai montré tout à l'heure là. Il y a la reproduction de quelques enveloppes avec des cachets, avec le timbre, etc. Et l'opération de maqueter le livre, de faire une maquette, ça a été une opération intéressante aussi, parce qu'on a essayé de valoriser un petit peu, de mettre en valeur les titres, des choses comme ça. Voilà. Mais ce n'est pas un livre très illustré quand même, ce n'est pas très illustré.